Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose de suivre une conférence d'épistémologie des sciences sociales qui va s'inscrire dans une série en quelque sorte, puisque j'avais déjà fait la première vidéo de ma chaîne Odyssée sur l'épistémologie de la sociologie, et puis on avait parlé un petit peu des sciences sociales en général et de la différence entre les sciences sociales et les sciences naturelles. Et donc pour les explorer les unes après les autres et pour mieux les comprendre en comparant leurs principes et leurs démarches qui leur appartiennent les unes aux autres, on va continuer après la sociologie en étudiant la géographie et en essayant de cerner cette science. Et alors je commencerai par une citation d'un très bon petit livre en anglais dans la collection d'Oxford, une très courte introduction. Citation qui nous dit que, à une époque de son histoire où la spécialisation ne cesse de croître, le besoin d'une conception intégrée de la géographie est plus grand que jamais. Et donc c'est vers cette conception intégrée qu'on va essayer de se tourner par une approche donc, de philosophie des sciences qui va consister à essayer de cerner la nature de la géographie, qu'est-ce qui fait son unité, qu'est-ce qu'il y a de commun chez les différents géographes qui ont tous des manières très différentes de pratiquer cette discipline. Et on va commencer, pour partir un peu de vos idées reçues ou de vos prénotions sur le sujet, de faire une petite distinction entre la science géographique et les savoirs géographiques, ce qu'on appelle aussi parfois les géographies vernaculaires. Alors la différence entre un savoir géographique et la science géographique, c'est que finalement on a tous des savoirs géographiques, même avant qu'on n'ait jamais fait de la géographie en lisant des bouquins académiques, quoi. Comme le dit Paul Claval, donc, qui est un géographe français dont je vais parler plusieurs fois ce soir, Paul Claval a écrit une épistémologie de la géographie, et il dit que les connaissances géographiques ne sont pas toutes scientifiques, car personne sur Terre ne peut vivre sans apprendre à se repérer dans l'espace et à reconnaître son environnement. Donc finalement, les êtres humains, spontanément, par leur existence d'animaux, leur existence terrestre et leurs rapports sociaux et les connaissances transmises par leurs ancêtres, etc., ils acquièrent des connaissances géographiques, des connaissances sur l'espace dans lequel ils vivent. Et alors il donne un exemple qui est emprunté à l'ethnologie, comme quoi, chez les chasseurs inuits, les itinéraires sont mémorisés grâce à l'observation des traits de la topographie proche et lointaine, la mémorisation des couleurs de la végétation en été, des nuances de la couverture neigeuse et de la glace en hiver, au repérage de l'incidence du vent sur les congères, etc. Et donc ils n'ont pas de toponyme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nécessité de nommer certains endroits par des noms spécifiques et de les répertorier sur des cartes ensuite avec les noms de ces endroits. Il suffit d'observer le paysage attentivement et de développer une compréhension de l'environnement naturel. Et ce qui compte, c'est de retenir les séquences du milieu et le temps pris par la traversée de chacune d'entre elles. De tels savoir-faire se transmettent davantage par l'imitation que par la parole. Les jeunes Inuits les acquéraient en participant très jeunes au déplacement de leur père. Leurs réflexes et les connaissances nécessaires à l'orientation et à la localisation étaient enregistrés dans le corps et dans la mémoire visuelle de ceux qui avaient ainsi fait à la dure l'apprentissage du voyage. Donc un exemple de connaissances géographiques vraiment très, très innées et très empiriques, qui passe par le corps, par le fait de se sentir à l'aise ou de reconnaître comme familier un environnement, quand bien même on n'aurait pas les mots pour le désigner par des noms qui le spécifieraient, ou quand bien même on n'aurait pas développé de la cartographie pour symboliser l'espace que l'on pratique. Donc ça, c'est l'idée que nous avons tous des savoirs géographiques formés spontanément. Voilà, vous connaissez certains endroits, vous savez comment y aller. Voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance pratique empirique et qui n'est pas encore une connaissance élaborée scientifiquement. Alors qu'est-ce que va faire la science par rapport aux géographies spontanées des gens ?
Ça va être une tentative non seulement de décrire, localiser et se repérer dans l'espace, mais d'expliquer l'organisation de cet espace, en fait. Pourquoi l'espace il est comme il est, pourquoi les lieux ils sont là, pourquoi les distances sont aussi longues ou aussi courtes. Ça va être la science elle commence à partir du moment où on va expliquer les phénomènes et non pas simplement en avoir une connaissance en tant que telle. Donc la science, elle déborde l'utilité pratique immédiate, elle ne vise pas directement à faire quelque chose ou à réussir une activité pratique, elle vise à expliquer le monde dans lequel on est. Elle relève d'une démarche réflexive et non pas simplement de l'empirisme et de la transmission traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à la manière dont on produit le savoir et non pas simplement l'engranger par des expériences intuitivement et un petit peu au hasard. Alors, la question centrale en géographie, c'est de comprendre pourquoi les choses ou les phénomènes se situent ici plutôt qu'ailleurs. Et on va se demander ce soir dans cette conférence, qu'est-ce que la géographie cherche à expliquer exactement? Alors, pour avancer dans ce sujet, je vais faire la critique de certains ouvrages qui font référence dans le domaine. Voilà certains livres qui sont assez récents pour la plupart et qui ne sont pas satisfaisants de mon point de vue en termes d'épistémologie des sciences parce qu'ils ne nous disent pas vraiment ce que ce serait que la géographie. Par exemple, on a le manuel de Philippe Sierra, Géographie, concept, savoir et enseignement, qui nous dit que la variété des thèmes d'étude ne permet plus d'identifier un objet clair et incontestable à la géographie, comme le fut la surface de la Terre. Ensuite, il nous dit « La spécialisation scientifique qui s'est construite au cours du XXe siècle remet de toute façon en question toute définition précise d'une discipline vaste à partir d'une méthode ou d'un objet. » Et alors que ça, c'est tout à fait problématique, parce que dans l'histoire de la philosophie des sciences depuis au moins le XIXe siècle, avec Auguste Comte, il est reconnu, il est admis dans la communauté scientifique qu'une science se définit par son objet. Une science, c'est l'étude organisée de quelque chose de déterminé. Par exemple, on peut dire que les biologistes sont les gens qui étudient le vivant. Ou bien on peut dire que les physiciens étudient le mouvement des corps dans l'espace. Ou bien on peut dire que les historiens sont les gens qui étudient les faits du passé humain. Vous voyez, ça c'est des objets qui correspondent à des sciences, chacun de ces objets est différent, et chacun de ces objets étant différent, il y a une science différente qui étudie ces objets différents. Donc une science se définit par son objet, c'est-à-dire que si vous ne savez pas dire quel est l'objet sur lequel vous travaillez, vous n'avez pas d'activité scientifique, ou en tout cas elle n'est pas parvenue à un stade ne serait-ce qu'embryonnaire en fait. Et c'est très problématique de ne pas pouvoir apporter de réponse à la question de qu'est-ce qu'étudie la géographie, parce que c'est pas comme si c'était une science qu'on avait inventée il y a 2 semaines, c'est une science qui est en élaboration depuis au moins le 19e siècle et qui est admise académiquement. Enfin voilà, il y a eu des chaires et des professeurs de géographie depuis au moins en Europe depuis la fin du 19e siècle. Donc ça fait plus de 100 ans que la géographie existe comme activité universitaire, et là on a affaire à des gens qui me disent oui, finalement on ne sait pas vraiment dire ce que c'est, on ne sait pas quel est l'objet de la géographie. Bon. C'est un petit peu grotesque. Alors, donc là j'ai dit à propos du truc de Sierra que c'était le degré 0 de l'épistémologie, on ne sait pas ce qu'on fait, donc littéralement, voilà. Vous vous mettez à la place de quelqu'un comme moi qui étudie cette science depuis quelques années, on débute dans la discipline, on se dit, bon tiens, on va étudier les manuels de référence un petit peu pour comprendre quel genre de science c'est par rapport à d'autres sciences qu'on a pu voir comme la sociologie ou l'histoire, et puis on tombe sur des gens qui ne savent pas vous dire quel est l'objet d'étude de leur discipline. Donc, ça fait une impression quand même d'amateurisme. Alors, on a un autre manuel qui lui aussi fait autorité, qui est le manuel de Pascal Clerc, qui a été recommandé notamment pour les gens qui, comme moi, ont préparé les concours de recrutement en histoire-géographie en France de ces 2 dernières années. Donc, c'était vraiment le manuel qui était conseillé pour préparer les questions d'épistémologie de la discipline
pour les concours. Et dans le manuel Pascal Clerc, qui est très intéressant par ailleurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas le lire, et bien, quand on cherche la question de savoir c'est quoi la géographie, on trouve des choses totalement vagues et obscures, et il nous dit par exemple, la géographie s'accompagne, sinon d'un objet d'étude particulier, du moins d'entrée, là j'ai mis un point d'interrogation, parce que qu'est-ce que ça veut dire, ou de pratiques qui lui sont propres. Donc bon voilà, il ne sait pas vraiment dire c'est quoi l'objet de la géographie, on ne sait pas très bien ce que ça étudie. Mais voilà, bon, il y aurait peut-être des manières d'en faire, ou des façons d'en faire. Voilà, vous voyez, il y a des gens qui ont des façons de faire du ski. Ils sauraient peut-être pas vous dire ce que c'est que le ski, mais ils ont des manières de le faire. Voilà. C'est un peu pareil avec les géographes. Ils savent pas vous dire ce que c'est que la géographie, mais ils ont des manières d'en faire. Donc c'est évidemment tout à fait nul. Et après, il nous dit... On peut appliquer le raisonnement géographique à différents objets. La dimension géographique serait dans la manière de penser plutôt que dans l'objet lui-même. Et donc la géographie, ce serait une méthode plutôt qu'un objet. Le problème, c'est qu'une science, ça ne se définit pas par une méthode, ça se définit par un objet d'étude. Et la preuve, c'est qu'on peut utiliser des méthodes identiques pour des objets d'études différents. Par exemple, on peut utiliser des méthodes statistiques pour des objets d'études qui sont complètement différents. Je sais pas moi, la biologie ou l'économie. Voilà, les deux, c'est totalement différent comme objet d'étude, et pourtant on pourrait appliquer certaines méthodes qui seraient identiques. Donc ça marche pas bien du tout. Cette idée que la géographie ne serait pas dans un objet mais dans une manière géographique de regarder les objets, ça marche pas du tout parce qu'il y a des objets qui n'ont pas de dimension spatiale. Par exemple, si je vous parle de l'idée du rouge, de l'idée d'un chiffre, eh ben c'est une idée, quoi. Ça ne se distribue pas dans l'espace. Les états mentaux en général, voilà, on voit pas très bien ce que ce serait de dire que on ne voit pas très bien quelle serait leur dimension spatiale qui ferait que ça serait un objet d'étude possible pour un géographe. Et ça n'a pas non plus beaucoup de sens de dire qu'il y aurait une manière géographique de regarder les transformations chimiques qui interviennent lors du changement d'état des liquides. On peut les décrire abstraitement sans que ce soit telle masse d'eau ou telle masse d'eau empirique à tel endroit. Le processus en lui-même n'a pas besoin d'une référence à l'espace pour être décrit, donc ça ne veut rien dire de dire qu'il y aurait une manière géographique de regarder ce type-là d'objet. Donc c'est pas la conclusion que je tire de ces observations, de ces critiques plutôt, c'est que ça n'a pas de sens de dire que la géographie ce serait une manière de regarder les choses, et il doit bien y avoir quelque chose qui est l'objet de la géographie, c'est seulement à partir de l'étude, de la détermination plutôt de cet objet, on peut ensuite se demander quelles sont les meilleures méthodes pour étudier l'objet en question. Il y a bien un objet de la géographie qui conditionne la pertinence de porter un regard géographique sur les choses de ce domaine. Donc ça, c'est deux très mauvaises définitions ou absence de définition dans des manuels de référence. Donc c'est la partie où j'ai dit qu'il manque l'essentiel, quoi. C'est pas ce que la géographie étudie quand on a dit ça. Et alors un troisième truc dans le même genre, c'est le fameux bouquin de Paul Claval dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que Paul Claval, donc, c'est un professeur émérite de géographie, quelqu'un de très très reconnu, qui a fait ce bouquin en plus plutôt vers la fin de sa carrière. Donc ouais, c'est vraiment le livre sérieux et tout. Et moi quand je l'ai acheté, je me suis dit enfin je vais avoir un livre qui répond à mes questions. Et c'est un livre qui paraît inintéressant par certains de ses aspects, je ne vous dis pas de ne pas le lire, sauf que vous allez voir que sur la question de l'objet de la géographie, c'est toujours aussi mauvais. Alors je ne vous ai pas cité tout le bouquin en entier, mais par exemple, quand on cherche un peu la réponse à cette question, il nous dit que le géographe découvre, derrière le paysage et la distribution des hommes et des activités, la genèse des milieux naturels, leur équilibre souvent fragile et la prise en main des lieux par des groupes qui les modèlent, les exploitent et les font vivre, les aménagent ou les ruinent, s'y sentent en exil ou s'y épanouissent. Donc le géographe, ce serait quelqu'un qui étudie le paysage, et puis sa formation naturelle, et puis les gens qui vivent dessus, et puis... bon...
Le géographe fait appel pour déchiffrer ce que le paysage lui révèle à des connaissances qu'il emprunte aux géologues, aux botanistes, aux écologistes et aux pédologues. Bon, c'est très impressionniste, hein, et ça part un peu dans tous les sens, et une fois qu'on a dit ça, bon, qu'est-ce que c'est, quoi? Pas une définition très claire. Hein. Et alors, il nous dit aussi, la géographie, c'est une science d'observation. Alors, c'est peut-être pas faux, hein, mais moi, je considère qu'on n'est pas très avancé une fois qu'on a dit ça, parce que la plupart des sciences, et peut-être même probablement toutes, impliquent une phase d'observation. On voit pas très bien ce que serait qu'une science qui n'aurait pas une phase d'observation à un moment donné, quoi. Ce serait une science qui étudie rien d'appréhendable par nos sens, donc peut-être que ça marcherait pour les mathématiques pures si tant est que les mathématiques soient une science. Bon, là, je me prononcerai pas sur cette question, mais voilà. Nous dire que la géographie est fait de l'observation, ça la discrimine pas spécialement par rapport à ce que font les sociologues ou les psychologues ou d'autres sciences. C'est pas terrible. Ça ne différencie pas la géographie d'autre chose, et donc finalement, à l'issue de la lecture de ce manuel, on est obligé d'arriver à la conclusion que le propre de la discipline n'est pas vraiment cerné. Et donc à ce stade, au bout de 3 manuels, qui chacun dépasse les 300 pages, on pourrait ressortir une sorte de léger agacement vis-à-vis du fait que qu'est-ce que c'est que ces trucs complètement ratés que font les soi-disant spécialistes du sujet qui font les manuels, quoi. Ce serait quand même une sorte d'inaptitude à définir les bases de la science géographique qui tend à confirmer un certain nombre de mauvaises images que pourraient avoir les géographes parmi d'autres scientifiques. Parce que si vous lisez Bourdieu, par exemple, il vous explique qu'il y a une hiérarchie symbolique des postes, des sciences dans le milieu universitaire, et que ce qui est le plus haut symboliquement, traditionnellement, c'est la philosophie, et que ce qui est le plus bas et le plus mal vu parmi les différentes sciences, ce serait la géographie. C'est amusant que ce soit une opposition de ce type-là, parce que ça rejoue d'un certain côté un certain dualisme, une certaine opposition traditionnelle entre l'esprit qui serait tout en haut et les gens qui étudient les cailloux qui seraient tout en bas, parce que les cailloux, vous voyez, c'est la terre, c'est ce qui n'est pas propre. Hein. Et donc, voilà, c'est l'avis de Bourdieu, il y aurait une forme de hiérarchie dans le prestige différencié des différents scientifiques et des différentes sciences. Et les géographes seraient plutôt mal vus ou seraient plutôt en bas. Et dans les choses qui leur sont reprochées par la communauté scientifique habituellement ou traditionnellement et qui font qu'ils n'ont pas forcément une image très prestigieuse, il y a l'idée que les géographes seraient des gens qui bricolent, font des trucs d'observation mais un peu aléatoires. Enfin, ce seraient des gens qui n'auraient pas de capacité à être de bons théoriciens, à avoir une vraie démarche théorique, à créer des concepts, à créer des modèles abstraits qui permettraient d'expliquer des choses un peu générales. Donc cette idée que les géographes seraient de mauvais théoriciens, eh ben, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle est quand même un peu confirmée par la lecture de ces manuels, parce que ce qui est sûr, c'est que les différents manuels que j'ai cités montrent qu'ils ne sont pas capables de définir sérieusement l'objet de leur discipline. Donc la philosophie des sciences n'est quand même pas vraiment le fort des petits textes que je vous ai montrés. Donc, pour quand même répondre à la question du titre et de la conférence, à savoir qu'est-ce que la géographie, on va parcourir d'autres définitions. Et la méthode que je vais employer, ça va être de critiquer les définitions proposées pour essayer d'en dégager des points forts et des points faibles, et pour s'acheminer petit à petit vers une définition convaincante de ce que font les géographes, et de ce que c'est que la géographie. Alors une définition possible, c'est celle de Edward Ullmann qui nous dit que la géographie, ce serait la science des interactions spatiales. Alors j'ai classé dans mon grand 2 qui est quelques autres définitions ratées, parce que c'est quand même des définitions qui ne marchent pas très bien. Ce qu'il faut savoir, de mémoire, je crois que Ullmann, c'est un géographe américain qui était plutôt spécialisé dans la géographie économique et la géographie des transports. Donc une géographie qui réfléchit beaucoup en termes de fonctions, voilà, comment est-ce que tel espace il joue tel rôle, qui s'intéresse aux mobilités, qui s'intéresse aux choses qui circulent, aux flux, aux transports. Bon. Et je comprends qu'ayant cette spécialisation professionnelle, cet auteur en vienne à une définition de ce genre-là. Hein, de même que chaque philosophe a tendance à donner sa propre définition de la philosophie en fonction de sa manière d'en faire, de même chaque géographe peut avoir tendance à donner sa propre définition de la géographie en fonction de ses spécialisations. Le problème, c'est que ça va être des définitions qui vont avoir tendance à être trop particulières ou trop unilatérales et qui ne couvrent
recouvre pas l'ensemble de ce que font les géographes, donc il manque de généralité, ce type-là de définition. Et alors celle-là, il y a quand même un gros problème dans la proposition, parce que cette définition, tout simplement, ne fait pas référence à l'homme, au sens de l'espèce humaine. Science des interactions spatiales, on pourrait tout à fait dire que dans ce cas-là, les particules subatomiques sont un objet d'étude de la géographie, parce que ces transformations de particules subatomiques, elles ont bien lieu dans un espace. Et comme c'est pas du tout ce qu'étudient les géographes et qu'on voit tout à fait en revanche que ce serait que ce serait quelque chose qui serait dans l'objet d'étude d'un autre champ scientifique qui serait la physique, voilà, on ne peut pas se contenter d'une définition pareille qui est beaucoup trop vague. Le fait qu'il n'y ait pas de référence à l'homme, c'est un problème parce que la géographie, depuis sa fondation, c'est aussi, pas seulement, mais c'est aussi une science sociale. C'est pas purement une science naturelle qui étudierait que des processus où l'humain n'intervient pas, c'est aussi une science sociale, d'où l'existence de la géographie humaine, de la géographie du peuplement, de la géographie culturelle, différentes branches qui n'auraient pas de sens si l'humain n'était pas impliqué dans ce qu'étudient les géographes. Donc la définition ne marche pas puisqu'elle ne prend pas en compte cet aspect de ce que c'est que la pratique effective des géographes. Or, une bonne définition de la géographie devrait nous expliquer ce que font les géographes. Donc, puisque la géographie est une science sociale, son objet doit avoir quelque chose à voir avec le type d'espace dans lequel l'homme peut vivre. Toute description d'une réalité spatiale n'est donc pas géographique. On ne fait pas de géographie des électrons, des parties d'échecs ou des plans de meubles. C'est des choses qui ont une distribution spatiale, on peut dire qu'un tel élément il est ici, tel élément il est là, mais c'est pas de la géographie. C'est-à-dire que le type d'espace étudié par le géographe, l'espace proprement géographique, il doit avoir certaines caractéristiques qui le distinguent de n'importe quelle étendue spatiale. L'espace géographique n'est donc pas synonyme de simple disposition d'éléments dans l'étendue. Alors quel serait le plus petit espace relevant de la géographie ? Eh bien, puisque la géographie serait en lien avec un type d'espace dans lequel l'homme peut vivre, on pourrait dire que le plus petit espace qui est pertinent pour une analyse géographique, ça serait quelque chose comme une pièce dans un bâtiment. Parce que si on prend quelque chose qui est plus petit qu'une pièce, genre une grille d'égout, où on pourrait mettre des billes et effectivement elle sera distribuée d'une certaine façon, on arrive dans des éléments qui sont tellement petits que ça n'a plus vraiment de sens de dire que c'est un lieu praticable pour que les êtres humains puissent y vivre. En fait. Donc voilà, plus on va vers l'infiniment petit, plus on va arriver dans la limite du hors-sujet par rapport à ce qu'étudient les géographes. Donc il faut retenir de la critique de cette définition que l'espace géographique, c'est un espace où la vie humaine pourrait se tenir. Et alors ce qui le prouve, c'est des choses comme ce magnifique schéma que j'ai trouvé sur Géoconfluence, je crois, de géographes qui se proposent de construire un modèle d'interprétation de ce qui se passe dans une classe avec des élèves. Et donc, l'espace géographique de la classe, il est composé de différents éléments matériels, comme les tables, les meubles, les limites de la classe, les murs, les fenêtres, etc. Et puis, il y a des flèches qui correspondent à des circulations, qui peuvent être des circulations physiques de personnes qui se déplacent, des flux, qui peuvent être aussi des jeux de regard. Et on peut différencier certaines zones au sein de cet espace. Il y a des endroits où le prof va plus se déplacer que d'autres, il y a des élèves qui vont être plus proches du prof que d'autres, et qui donc d'une certaine façon sont plus proches du centre, de la personne qui a autorité dans la pièce. Et voilà, ils se sont amusés comme ça à essayer de définir différentes sous-régions dans la salle de classe pour essayer de penser cet espace. Et donc, ce qui est intéressant dans ce dessin, c'est qu'on voit que ce qui est représenté, c'est un espace qui est certes le plus petit possible de l'objet d'étude de la géographie. C'est vraiment quelque chose de très original et habituellement, les géographes étudient des espaces qui sont beaucoup plus vastes qu'une salle de classe, des espaces qui peuvent être des villes, des régions, des pays, voire des continents entiers, selon le type d'analyse. Là, c'est vraiment de la micro-géographie tout à fait marginale, c'est quelque chose d'assez peu représentatif de ce que font habituellement les géographes, mais ça reste de la géographie, parce que ça reste un espace qui est à l'échelle de l'homme, alors que si on faisait le même schéma pour expliquer l'organisation d'une colonie de fourmis, on serait dans autre chose, on serait dans quelque
chose de zoologique, mais on aurait perdu de vue l'être humain, quoi. Et du coup, c'est pas possible parce que la géographie est une science sociale. Alors on a une autre personne qui a une autre définition, quelqu'un qui s'appelle Ackermann, et qui proposait comme définition de la géographie que son but n'est rien de moins que de comprendre le vaste système d'interaction comprenant toute l'humanité et ses environnements naturels sur la surface de la Terre. Donc ça, c'était la définition qu'il proposait. Alors, je ne sais pas quelle était la spécialité de cet auteur. Il faut savoir que traditionnellement, la géographie se distingue entre deux grandes branches, qui sont la géographie physique, qui est plutôt à tendance sciences naturelles, et la géographie humaine, qui est plutôt à tendance sciences sociales. Mais c'est deux ensembles d'une même catégorie générale, et c'est bien l'unité de cette catégorie dont on discute aujourd'hui. Le problème que j'ai avec cette définition, qui fait qu'à mon avis elle n'est pas bonne, c'est qu'il n'y a pas de référence explicite à l'espace dans cette définition. Donc autant le problème de la définition qu'on a vue juste avant, c'est qu'elle nous parlait de l'espace mais sans faire référence à l'homme, autant celle-là, son problème c'est qu'elle nous parle de l'homme et de son environnement, mais elle ne nous parle pas vraiment de l'espace. Et nous dire que la géographie ce serait la science de l'étude d'un système d'interaction entre l'humanité et les environnements naturels, ça en fait une science des interactions. Et ça marche pas vraiment comme définition, parce que ça tombe déjà pile sur la définition d'une autre science qui est l'écologie. En effet, l'écologie, au sens scientifique du terme, c'est bien la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants entre eux et leur milieu. Donc une écologie de la Terre entière, de l'écosystème Terre ou quelque chose comme ça, ça couvre pile la définition qui propose de la géographie. Donc c'est pas possible. C'est pas possible parce que les géographes ne sont pas des écologues, ils font pas tout à fait exactement ça. Donc ça marche pas. Une bonne définition de la géographie devrait nous parler de l'espace dans lequel l'action humaine a lieu. Elle peut pas être centrée sur les relations entre les espèces. Alors maintenant qu'on a vu plusieurs mauvaises définitions de la géographie, mais j'ai essayé d'en tirer à chaque fois des choses un petit peu utiles, on va s'approcher de définitions un peu plus pertinentes, et plus on avancera, plus on arrivera vers les meilleures définitions que j'ai trouvées. Et on va continuer d'en faire un petit peu la critique, en essayant de vraiment cerner la géographie dans sa généralité, avoir un concept général sur ce que c'est que la géographie, et on va essayer de l'appréhender, cette géographie, de construire cette définition générale en s'intéressant aux cas limites, en s'intéressant à des marges, à des champs périphériques, à des formes de sciences géographiques un petit peu inhabituelles, pour vraiment essayer d'avoir une bonne définition générale qui recoupe vraiment tous les cas possibles. Alors dans le dictionnaire de référence en français qui est le TLFI, on a une définition de la géographie, et on nous propose que la géographie serait la science qui a pour objet la description de la Terre, et en particulier l'étude des phénomènes physiques, biologiques et humains qui se produisent sur le globe terrestre. Bon, c'est déjà un peu mieux que ce qui s'y passe avant, puisqu'on a à la fois Terre, humain, et bon, elle est un petit peu mieux que certaines qu'on a vues, mais elle est encore très critiquable cette définition. Alors qu'est-ce qu'il y a de critiquable là-dedans ? Déjà, moi je dirais que c'est une définition qui est trop large, parce que quand elle nous dit qu'elle étudie les phénomènes humains sur Terre, il y a des tas de choses qui sont des phénomènes humains qui ne sont pas l'objet d'étude de la géo. Par exemple, l'histoire est un phénomène humain, et il y a déjà une science qui l'étudie. Alors c'est l'occasion de préciser la différenciation entre la géographie et l'histoire. L'histoire peut se définir comme la science qui étudie les faits du passé humain, ou qui cherche à comprendre les faits du passé humain. Et je suis donc amené à partir de là à considérer que ce qu'on appelle géographie physique, et qu'on attribue généralement comme une sorte de sous-champ de la géographie, serait en fait, de mon point de vue, plutôt une sous-branche de l'histoire. En effet, la géohistoire ou géographie historique, cette activité qui cherche à reconstituer des distributions géographiques dans des périodes passées, du fait même qu'elle s'intéresse à des périodes passées, elle tombe sous l'empire de la définition de la science historique, et elle ne relève pas de la géo en fait. De même que si vous faites, je ne sais pas moi,
une explication du type d'économie qu'il y avait au Moyen-Âge, vous faites de l'histoire économique, vous ne faites pas de l'économie. Parce que l'histoire étudie le passé. Donc, l'histoire compréhension des faits du passé humain inclut manifestement les géographies du passé. Donc, voilà, ça permet d'exclure de ma définition de la géographie historique. Et alors, autre point de la définition que j'ai proposée juste avant qui ne me convient pas, c'est qu'elle nous revient sur cette idée, qui est pourtant abandonnée, hein, comme le disait la première définition de Philippe Sierra, dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle revient à cette idée depuis abandonnée, ou en tout cas en passe d'être abandonnée, que la géographie serait l'étude de la surface de la Terre. Ce à quoi je poserai la question, pourquoi donc la géographie, pourquoi donc l'espace géographique se limiterait-il aux espaces terrestres? Parce que c'est une idée qui revient assez souvent, hein, cette focalisation sur la surface terrestre. Si on prend la définition de ce petit livre anglais dont je vous disais du bien au début de la conférence, qui est le manuel de Matthew et Ebert, il nous propose comme définition de la géographie la chose suivante. Le sujet de la géographie est la surface de la Terre, y compris l'enveloppe de l'atmosphère, qui se trouve immédiatement au-dessus d'elle, les structures qui se trouvent immédiatement en dessous, et les environnements sociaux et culturels introduits par les personnes qui l'occupent. Alors cette définition elle est intéressante parce que là on a bien l'articulation qui est proposée entre géographie physique et géographie humaine, hein, on prend en compte et l'homme et les environnements naturels qui se déploient sur la surface terrestre, mais moi je trouve que les limites qui sont proposées sont arbitraires. Pourquoi nous dire que le sujet de la géographie ce serait spécifiquement la surface de la Terre et un petit peu au-dessus et un petit peu en dessous, mais bon voilà, on sent que ça devient un peu arbitraire de considérer qu'on a le droit de prendre une partie d'atmosphère, mais seulement celle qui est juste au-dessus, puis une partie du sol, mais seulement celui qui est juste immédiatement en dessous. Pourquoi juste immédiatement, en fait? C'est une définition qui est arbitraire, enfin c'est une définition dont les limitations spatiales sont arbitraires, et on peut le montrer assez facilement avec un exemple de pensée. Imaginons qu'on ait un village sur pilotis qui soit à 50 mètres du littoral d'un endroit quelconque. Et pourquoi est-ce qu'on exclurait de la science géographique l'analyse de ce village, en fait? C'est un lieu comme un autre, hein. On peut le situer à un certain endroit, il a une forme, il occupe un certain espace, il y a des maisons dans lesquelles vivent des gens qui vont se déplacer, qui vont entrer en interaction avec d'autres lieux, et donc voilà, c'est un lieu comme un autre, les géographes étudient les lieux, et on ne voit pas pourquoi on devrait exclure du champ de la géographie un village sur pilotis à 50 mètres du littoral, sous prétexte qu'il est à 50 mètres du littoral et pas pile sur la côte. Ça semble un peu bête quand même de considérer que non, il est sur de l'eau, donc ça peut pas être de la géo. Bon. C'est d'autant plus absurde d'exclure ce lieu d'une analyse de géographie qu'il n'y a aucune autre science qui serait concurrente de la géographie pour analyser un tel espace. Il n'y a aucune autre science qui revendique d'être la science qui étudie les villages sur pilotis à 50 mètres du littoral. Donc il n'y a pas de conflit de juridiction avec une autre science, donc manifestement ça ne pose pas de problème d'étendre le sujet de la géographie à des espaces où se situe l'action humaine, mais qui ne sont pas pile sur la croûte terrestre en elle-même, quoi. Alors si vous admettez la pertinence de cet exemple, vous allez devoir admettre aussi comme conséquence que la distance physique ne change rien au raisonnement. C'est-à-dire que si mon village n'était pas à 50 mètres mais à 2000 km de la côte, c'est toujours un lieu, il est toujours analysé, on peut toujours l'analyser géographiquement, et ainsi de suite. Et ce serait vrai même si c'était une réalité beaucoup plus baroque et exotique que mon village sur pilotis. Si on avait une ville flottante ou une ville sous-marine, ou une station spatiale supra-atmosphérique, ou une base lunaire ou une base martienne, ou n'importe quel élément artificiel qui permet à l'homme de s'organiser et de vivre ailleurs que sur de la terre ferme, ce seraient toujours des lieux qui sont complètement analogues à mon exemple du village sur pilotis. Ça serait bien une scène de déploiement réel ou potentiel de l'action humaine et de la vie de l'homme. Donc ça rentrerait dans ce qu'il est possible d'analyser géographiquement, et on ne voit
pas très bien pourquoi ça devrait être exclu. Et c'est d'autant plus pertinent d'inclure ce type-là d'espace dans la juridiction de la science géographique qu'il y a d'ores et déjà des géographes des mers et des océans. On peut citer par exemple comme professeur Nathalie Faux, un spécialiste de l'Asie du Sud-Est, qui a co-dirigé ou co-écrit, je ne sais plus, un ouvrage sur l'étude des mers en Asie du Sud-Est. Et donc on peut parfaitement faire une géographie des mers et des océans, c'est déjà quelque chose qui existe. Et donc puisque c'est déjà quelque chose qui existe et que ça ne semble pas complètement différent de ce que font les géographes des autres domaines, il faut bien qu'une définition convaincante de la géographie rende compte de ce sous-champ de recherche en géographie. Donc, on pourrait dire qu'il y a une certaine forme de géographie qui recoupe la sphère de l'océanographie. L'océanographie, c'est l'ensemble des sciences et des disciplines qui ont pour objet l'étude des mers et des océans. Et la thèse, la position épistémologique que je vais défendre, c'est qu'il ne faut pas avoir une définition de la géographie qui serait trop figée par l'étymologie du terme. L'étymologie de la géographie, c'est géographème, donc le fait de dessiner la surface de la Terre, hein, géo c'est la Terre, dans l'épistémologie du mot, mais on ne doit pas se laisser enfermer par ça pour vraiment comprendre ce que c'est que cette science, de même qu'on ne doit pas se laisser enfermer par le fait que travail, c'est un mot qui vient d'un terme latin trépalium, qui désigne un instrument de torture, pour réfléchir à la réalité du travail. La personne qui vous dirait, puisque ça vient d'un instrument de torture, l'étude du travail, c'est l'étude des instruments de torture, vous voyez, ça serait complètement bancal. Donc il ne faut pas être prisonnier de l'étymologie, il faut chercher la cohérence conceptuelle qui fait qu'il y a une certaine activité scientifique qui a lieu, et cette activité n'a pas de raison d'être esclave ou d'être délimitée par le fait d'étudier un espace qui se situe sur du sol ferme plutôt que sur de l'eau. Donc on peut soutenir que l'océanographie physique, qui est l'étude des caractéristiques physiques de l'océan, des mers, des vagues et des marées, on pourrait dire que cette discipline est à la géographie maritime ce que la géologie est à la géographie des espaces terrestres. C'est-à-dire une science auxiliaire, ou en tout cas une sous-branche de cette discipline. Personne ne considère que l'ensemble des facteurs qui déterminent l'organisation des espaces terrestres du point de vue de la géologie, l'hydrologie, etc., seraient en dehors du champ d'étude de la géographie, donc il n'y a pas non plus de raison d'en exclure l'océanographie physique pour faire la géographie des mers et des océans. La géographie implique l'étude de toutes les forces qui peuvent déterminer l'organisation de l'espace où vivent les hommes, aussi bien les forces qui sont naturelles que celles qui sont artificielles ou hybrides. Pour expliquer l'organisation d'un espace, ça peut être aussi intéressant de dire que, je ne sais pas, les pentes de tel coin sont comme ça parce que la mousson les a façonnés dans tel sens, ou bien dire que les pentes de tel coin sont comme ça parce que, je ne sais pas, il y a une époque où on a construit des mines dedans et qu'on a fait exploser une partie de la falaise et que c'est pour ça que les pentes ont telle forme. Que les causes de l'organisation de l'espace soient d'origine naturelle ou humaine, ça rentre dans l'objet d'analyse de la géographie. Donc par voie de conséquence, je défends l'idée qu'on peut inclure dans l'objet de la géographie l'ensemble de ce que l'historien Laurent Henninger a appelé les espaces fluides, donc la mer, les cieux, l'espace extra-atmosphérique et le cyberespace, qui ont toutes comme caractéristique, pour aller vite, de s'opposer aux espaces terrestres par le fait que ils ont une certaine isomorphie ou une certaine homogénéité qui fait que il n'y a rien qui ressemble à un kilomètre carré d'eau qu'un autre kilomètre carré d'eau, alors que sur Terre, un kilomètre carré, ça ressemble rarement à un autre kilomètre carré, parce qu'il y a des différences qualitatives qui interviennent de manière beaucoup plus flagrante. Et donc les espaces fluides sont des espaces qu'on doit appréhender en leur attribuant des coordonnées spatiales pour pouvoir s'y repérer et s'y déplacer. Et donc c'est des espaces qui se prêtent à la mathématisation pour être compris et utilisés.
Mais ce type d'espace, même si ce n'est pas des milieux faits pour l'existence de l'homme, comment dirais-je, naturellement, ils peuvent quand même être pratiqués par l'homme, moyennant des innovations technologiques, des inventions, des moyens de transport spécifiques, etc. Et ils font donc partie de l'espace géographique. En tout cas, à titre potentiel, sinon actuel. Je dirais donc aussi, pour toujours le développement de la même idée, que, puisque c'est un cas particulier du type d'espace dont je suis en train de parler, je ajoute l'idée du point de vue de la classification des sciences qu'on pourrait dire que l'astronomie, c'est-à-dire l'étude des corps célestes, est une branche de la géographie générale, puisque les planètes sont quelque part, et elles sont dans un quelque part qui est bien à l'échelle de l'action humaine. On peut envoyer des sondes spatiales sur des planètes, on peut y envoyer plus difficilement des hommes pour les peupler, ou en tout cas on peut prévoir que potentiellement ça pourrait être fait. Donc il y a bien une géographie spatiale, et on peut inclure l'astronomie en tant que sous-branche de la géographie générale. Et inversement, on peut aussi remarquer que dans l'explication de l'organisation des espaces sur Terre, eh bien, on peut prendre en compte les éléments dont nous parle l'astronomie, en tant qu'ils peuvent être des opérateurs spatiaux pour la géographie de la Terre. On a par exemple des éléments d'origine extra-atmosphérique qui façonnent la Terre, par exemple les astéroïdes et les cratères, la Lune qui influence le fonctionnement des marées, le Soleil qui a des effets sur la végétation, etc. etc. Donc finalement, pour vraiment expliquer exhaustivement l'organisation des espaces même sur Terre, on a besoin potentiellement de faire référence à des éléments qui sont d'origine extraplanétaire. Et ce qui m'incite encore plus à justifier l'idée, qui n'est pas forcément tout à fait une opinion spontanée, quoi. Ce qui me pousse encore plus à justifier cette idée que aussi bien l'océanographie que l'astronomie sont des domaines qui tombent dans la juridiction générale de la géographie, c'est que on trouve entre aussi bien la géographie terrestre que la géographie maritime, que potentiellement une géographie spatiale. Dans tous ces domaines d'action, dans tous ces champs de recherche, on constate l'existence de cartes maritimes, de cartes astronomiques, etc. Et le fait qu'on cartographie des éléments est bien l'indice que ce qui nous intéresse, ce qu'on cherche à savoir, c'est quand même une certaine forme d'organisation spatiale qu'on peut représenter. Donc c'est des domaines dont les similitudes, bien qu'ils aient évidemment des différences entre eux, mais dont les similitudes se remarquent par les outils qu'on utilise pour les appréhender, justement. Alors, donc là j'ai fait toute la critique de l'idée que la géographie se limiterait à la surface terrestre, en montrant que ça pouvait être étendu à des choses qui ne sont pas la surface terrestre solide, quoi. Une autre définition de la géographie nous dit que, mais qui n'est pas très bonne celle-là aussi comme définition, l'espace en tant qu'étendue physique matérielle est d'ailleurs historiquement son objet. Oui, donc là c'est la même idée, c'est une définition qui vraiment met encore l'accent sur décrire et expliquer la surface terrestre, alors que je viens de montrer qu'en fait on peut aller plus loin que ça. La géographie utilise l'espace pour expliquer les sociétés. Elle aborde en effet le social à partir de l'espace, en étudiant la dimension spatiale des faits sociaux, leur spatialité. Cette organisation n'est pas figée, nanana, bon. Donc une autre définition, mais qui n'est pas très convaincante, et qui vient du manuel de Bucher et Regueza, qui est un truc très conseillé par ailleurs, qui est intéressant, mais qui souffre un petit peu du point de vue de la définition des mêmes remarques que je viens de faire, c'est-à-dire il n'y a pas de raison de se limiter à la surface terrestre. Donc elle n'est pas forcément excellente non plus, cette définition. Alors on arrive vers les meilleures définitions que j'ai pu trouver. On a celle de Jérôme Donlot dans son petit bouquin sur les 100 mots de la géographie. Et alors il nous propose comme définition de la géographie que le géographe met en évidence les particularités de chaque lieu, démarche idiographique, et les récurrences de l'organisation spatiale, démarche
nomothétique. Donc le premier truc, hein, c'est l'étude du particulier, et le deuxième, c'est la volonté de dépasser les cas particuliers pour dégager des lois générales ou des modèles d'organisation spatiaux qui se retrouvent de façon récurrente à différents endroits. La géographie se définit tantôt comme une science de l'espace habité, science des lieux et non des hommes, écrivait Vidal de la Blache, tantôt comme une science sociale dont le prisme serait l'espace. Alors, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que sur la première partie, il nous indique, c'est des points que je retravaillerai probablement dans d'autres conférences sur l'épistémologie de la géographie et son histoire. Il nous indique que la géographie a été une science longtemps marquée par une approche inductive, donc on va étudier tel lieu, et puis tel lieu, et puis tel lieu, et leurs particularités. Et qu'à un certain point de son histoire, d'autres ambitions, d'autres démarches méthodologiques ont visé à essayer de dégager des généralités ou d'arriver à des lois d'organisation de l'espace. Science de l'espace habité, c'est pas mal. Hein, alors, on voit qu'il hésite un peu ou qu'il nous montre qu'il y a des hésitations dont il se fait un peu l'écho sur la définition à garder, mais si on gardait comme élément de définition science de l'espace habité, je dirais que c'est pas mal comme définition. On approche vraiment des définitions les plus convaincantes. À ceci près, je chipote un petit peu, je nuance, mais que la géographie, de mon point de vue, ne s'intéresse pas à un espace qui est toujours actuellement habité par l'homme. Hein. C'est un espace qui... voilà, je donnais les exemples tout à l'heure de la Terre, les mers et les espaces extra-atmosphériques. Il y a toutes sortes d'espaces qui sont susceptibles d'être analysés géographiquement où l'homme ne vit pas actuellement. C'est plutôt le fait qu'il pourrait y vivre qui est le critère déterminant du type d'espace qu'étudient les géographes, qui encore une fois n'est pas un espace subatomique. Alors, la définition de Jean-Marie Besse, c'est que c'est une discipline qui cherche à représenter la surface de la Terre, donc ça j'en ai déjà fait la critique, donc je ne vais pas m'acharner à chaque fois, et plus précisément à faire connaître aux hommes les milieux naturels, les formes de division territoriale, les organisations et les pratiques spatiales, qui structurent et déterminent en partie leur existence terrestre. Donc, si on fait l'abstraction du point que j'ai déjà dit, c'est pas trop mal comme définition, puisqu'on voit qu'en creux, hein, il nous dit que la géographie différencie des types d'espaces. Il nous parle des facteurs naturels, il nous parle de la structuration sociale de l'espace, donc voilà, il y a plusieurs niveaux qui sont un peu implicitement indiquée. Cette définition, elle est bien parce qu'elle est centrée sur l'espace. C'est un truc à ne pas perdre en compte quand on veut arriver à une bonne définition de la géographie. Mais bon, elle est un peu là aussi impressionniste, hein, ça manque un peu d'unité, ça manque un peu d'un concept central autour duquel le reste de la phrase s'articulerait, donc ça reste encore un peu imparfait. Ensuite, c'est la définition qui arrive, c'est celle d'Yves Lacoste, qui est un géographe spécialisé dans la géopolitique. Et c'est là encore une des meilleures que j'ai pu trouver. Il nous dit que la géographie est le savoir et le raisonnement qui servent à penser les complexités de l'espace terrestre. Je reviens pas sur le fait que je critique le fait que ce soit terrestre. De l'espace à différents niveaux d'analyse spatiale et dans leurs interactions, du local au national et au planétaire, et réciproquement, en tenant compte des configurations cartographiques précises et des intersections de multiples ensembles spatiaux de différents ordres de grandeur. Vous voyez que c'est un peu lourd quand même, parce que là il nous a déjà dit différents niveaux d'analyse spatiale, et là il nous refait le coup différents ordres de grandeur. Bon, elle est un peu lourde. Alors, donc, différents niveaux d'analyse, ensemble de configurations et d'intersections. Donc, les configurations et intersections, du coup, ça peut être des données géologiques, des phénomènes climatiques ou d'ensemble écologique, des localisations de population, des structures économiques et sociales, des frontières des États-nations ou d'autres héritages historiques, et notamment d'ensembles religieux ou linguistiques. Donc voilà, on étudie les ensembles spatiaux et les facteurs qui les ont façonnés, qu'ils soient du côté de la nature ou du côté de la culture, hein, puisqu'ils commencent par des éléments de l'ordre de la nature, géologie, climat, écologie, et puis tout le reste, c'est des éléments sociaux, politiques, etc. Donc on voit bien le chevauchement, le fait que la géo est à la fois une science naturelle et une science sociale, une science hybride. Hein.
Et c'est pas trop mal comme définition, à ceci près qu'encore une fois, je critique le réductionnisme à la surface terrestre. Donc les bons points de cette définition, c'est qu'il met bien en valeur par rapport à d'autres définitions la dimension multiscalaire et relationnelle de l'analyse géographique, mais c'est plutôt un éclaircissement sur la méthode que sur l'objet. C'est-à-dire il nous dit moins qu'est-ce que étudie la géographie que comment elle l'étudie, ce qui n'est pas la même question. Mais c'est quand même intéressant. Et c'est donc l'autre mérite de cette définition, c'est qu'elle elle montre que la géographie est une science qui transcende le clivage nature-culture par sa démarche. Donc je crois que c'est tout dans les définitions que je vais vous commenter. Voilà, celle de Lacoste, à mon avis, c'est une des meilleures. Bon, en plus, j'ai un petit biais parce que j'aime bien Lacoste. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Même dans les plus intéressantes que j'ai trouvées, c'est pas encore ça, quoi. Alors, je vous avais dit qu'on allait réfléchir à la définition de géographie à partir de l'étude de Calimite. Donc là, je vais faire un petit point sur les géographies imaginaires. Il se trouve qu'il n'y a rien dans la définition de la science, et je vais utiliser comme définition, pour aller vite, celle de Henri-Irénée Marouf dans son ouvrage d'épistémologie de l'histoire de la connaissance historique, qui est mon ouvrage préféré en épistémologie de l'histoire. Il nous dit que la science, enfin une science, c'est la connaissance élaborée en fonction d'une méthode systématique et rigoureuse. Et cette définition n'exclut pas ne dit pas en tout cas que les objets de la science devraient être réels au sens où ils ne pourraient pas être des réalités imaginées, de nature fictive. Quoi. On peut connaître des réalités fictives. Je ne suis pas spécialiste de psychologie, mais on pourrait élaborer un savoir scientifique sur des représentations fictives ou pathologiques de gens qui seraient délirants. Il y a une connaissance la connaissance scientifique ne se limite pas à des objets qui seraient réels au sens par opposition à imaginaire. Et alors si vous admettez cette idée, eh bien ça veut dire que non seulement on peut utiliser des contenus artistiques ou des fictions pour interroger le sens de lieux réels, et ça c'est ce que fait déjà la géographie culturelle en s'en demandant à partir de contenus produits de fiction qu'est-ce que ça nous dit de la manière dont sont représentés des lieux qui existent réellement. Mais ça peut nous permettre d'aller encore plus loin et même carrément d'envisager la perspective d'explorer la géographie d'œuvres entièrement fictionnelles. Et ça semble en effet intuitivement très juste et même allant de soi qu'il y aurait par exemple une géographie de la Terre du Milieu. Et non seulement on peut étudier l'organisation d'espaces d'œuvres de fiction, mais on peut même la cartographier, ce qui est encore là un bon indice qu'on est dans le champ de la géographie. Voici par exemple une magnifique carte de la Terre du Milieu, à l'époque du troisième âge, donc c'est la fin du troisième âge, c'est donc les événements de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et donc on a une carte qui désigne un ensemble de lieux qui sont situés les uns les autres, avec des échelles en lieux, bon. Et ce n'est pas faux de dire qu'on pourrait produire des connaissances sur un espace de fiction en allant au-delà des descriptions explicites de son contenu. Alors c'est pas forcément intuitif parce qu'habituellement on se dirait que tout ce qu'on peut savoir du Seigneur des Anneaux c'est lire le texte du bouquin et puis l'univers n'est défini que par le contenu explicite de tout ce qui est indiqué dans l'œuvre. Et une œuvre de fiction n'a jamais plus de contenu que le contenu qu'elle contient. Et c'est pas faux, et en même temps, c'est un petit peu étroit de voir les choses comme ça, parce qu'on peut développer des connaissances sur un univers de fiction sans se tenir strictement aux énoncés explicites de l'auteur sur cet univers. Par exemple, quand la distance entre deux lieux n'est pas explicitement indiquée dans une histoire narrative ou un film, peu importe, ce qui est le cas général, en général on ne vous dit pas quelle est la distance entre deux points, on peut quand même la déduire ou essayer de la déduire à partir d'autres éléments indiqués par cette histoire ou par cette œuvre,
Par exemple, combien de temps un personnage a mis pour aller de tel point à tel point. Et on peut produire des estimations probables sur ces faits. Donc on peut produire une déduction à partir des faits connus pour ajouter de nouvelles connaissances. Et l'estimation probable, c'est bien un genre de connaissance, puisque c'est un type de résultat de la science historique, par exemple. Quand on vous dit telle statue, elle est probablement entre tel siècle et tel siècle, à une époque où on ne sait pas bien dater les choses, ben, une estimation probable, c'est toujours mieux que pas du tout de connaissances sur la statue. Donc, la géographie des espaces de fiction pourrait, ou en tout cas ne serait pas absolument invraisemblable, de l'inclure dans la géographie générale en tant que sous-discipline. Et il existe par exemple des géographes qui se livrent à ce type-là de démarche, l'analyse de la manière dont sont organisés les espaces de fiction dans des œuvres littéraires. Et c'est par exemple ce que fait Marc Brousseau, pour donner un exemple. Donc je prends ce cas limite pour vous montrer que dans l'ambition que j'ai de produire une définition de la géographie, je suis prêt à aller très loin en incluant les marges ou les cas limites de vraiment les branches un peu baroques, un peu inhabituelles de la science géographique. Et une bonne définition devra rendre compte non seulement des cas généraux de ce que font les géographes la plupart du temps, mais aussi des cas limites, ou des choses un peu plus rares. Et je vais conclure en vous apportant ma définition de la géographie. Alors j'ai l'impression que mon PowerPoint... Attendez, je modifie un peu. Je vérifie que la capture prend bien. Alors, donc je propose comme conclusion de cette analyse des définitions proposées de la science géographique, ma définition de cette science. Et selon moi, si on fait la synthèse des points qui ont été avancés au cours de la conférence, je pense qu'on peut dire que la géographie, c'est en fait l'étude scientifique de l'ensemble des facteurs, naturels ou non, qui déterminent l'organisation non révolue des espaces réels ou fictifs dans lesquels il est imaginable que l'action humaine puisse se déployer. Et alors pourquoi cette définition serait une meilleure définition que celle qu'on a vue, ou en tout cas une définition qui synthétise les bons éléments qui ont été repérés? Eh bien, cette définition, elle met au centre l'espace. On s'intéresse à l'organisation des espaces, c'est vraiment l'espace qui est le terme central de la définition, qui est un peu le point pivot de toute la phrase. Mais pour ne pas tomber dans le vague, de ne pas nous décrire quel type d'espace les questions, et pour parer les objections que j'ai faites tout à l'heure sur mais est-ce que c'est l'espace des atomes, est-ce que c'est l'espace de... J'ajoute comme membre de phrase que c'est l'espace où l'action humaine puisse se déployer. Donc ça permet d'exclure l'espace du géomètre ou la microphysique. Ce qui nous intéresse, c'est pas l'infiniment petit, c'est un espace où l'action humaine peut avoir un sens. C'est pour cette raison-là que la géographie est une science sociale et que les géographes sont des gens qui font de la science sociale. Cependant, cet élément de définition, ça exclut la microphysique, mais ça n'exclut pas l'infiniment grand, parce que eh bien, même s'il est improbable que l'être humain se balade partout dans la galaxie, des échelles d'espace extrêmement vastes pourraient avoir un sens dans une analyse géographique, si on se demande un jour où se trouve telle capsule, sonde spatiale qu'on a envoyée il y a très très longtemps. Peut-être qu'on aura besoin de perspectives de la science astronomique pour rendre compte du mouvement de cet objet. Et il fait bien partie de ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas moi, l'espace de ce qui a été exploré par l'homme, vous voyez, quelque chose comme ça. Et ce serait pas faux de dire que ce serait bien un espace de nature géographique. Naturel ou non, c'est pour montrer que la géographie est une science qui transcende le clivage nature-culture, et ça permet de résorber l'écart entre géographie physique et géographie humaine. Il y a beaucoup de géographes actuellement qui se demandent s'ils font la même chose comme science selon qu'ils sont en géographie physique ou en géographie humaine.
Et il me semble qu'avec la définition que j'ai donnée, on s'aperçoit qu'effectivement, ils font la même chose, mais sous des angles ou en prenant en compte des aspects du phénomène qui sont différents. Cette définition permet d'inclure les animaux comme opérateurs spatiaux. Ce sont aussi des agents qui transforment les espaces où a lieu l'action humaine. Et ça permet d'inclure dans la science géographique ce qu'on appelle les géographies animales, à la condition que les géographes qui font de la géographie animale ne tombent pas dans la zoologie pure ou dans une sociologie des relations interespèces. Parce que j'ai vu certaines définitions dans certains manuels de géographie animale qui vous disent qu'il s'agit d'interroger par l'espace les relations homme-animal. C'est pas possible. Si vous mettez la relation au centre de la définition, vous sortez du champ de la géographie proprement dite. Parce que la géographie, c'est les espaces et leur structuration qui lui importent. C'est pas de faire une typologie des gammes de comportements humains-animaux. Parce que ça, ce serait complètement abstrait et il n'y aurait pas besoin de se référer à des espaces concrets. L'ajout du membre de phrase non révolu, ça permet d'exclure de la définition de la géographie la géohistoire. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire reconstituer la distribution géographique des éléments dans le passé, où était telle ville, etc., ça c'est de l'histoire, qui inclut des méthodes et des démarches historiques. Donc la géographie apporte sur des structurations de l'espace qui ne sont pas révolues. C'est pour ça qu'en géographie on part toujours du présent et de ce qui est observable. Ça confirme la définition de Laval de la géographie comme une science d'observation, tandis que l'histoire sera une science de reconstitution. Et l'ajout du membre de phrase ou fictif, eh bien, ça permet d'inclure, de manière tolérante, on va dire, dans la définition de la géographie, les géographies imaginaires qui portent sur des espaces de fiction, qui pourraient être des espaces où il n'y a pas d'être humain effectivement, mais où il ne serait pas invraisemblable qu'il puisse y en avoir. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à écouter vos questions, vos remarques, vos critiques, ce qui vous a indigné, ce qui vous a enchanté.